Limi. J'habitais le Mexique et j'étais en fait très garçon manqué. J'avais un frère un peu plus âgé que moi et donc je passais en fait ma vie à me battre avec lui. Je crois que je me suis battue tous les jours de la vie et je passais mon temps à être attachée aux arbres, enfin bagarre de grains de café, très turbulente, très dissipée, toujours zéro de conduite. Et puis aussi, comment dire, eh ben une enfance très, très physique, parce que mon père n'aimait pas les petites natures. Et alors, il m'a obligée à faire du ski nautique à 4 ans, de la plongée sous-marine à 7 ans, justement. Et voilà, donc la petite fille que j'étais à 7 ans, c'est ça. C'est ça. Mais alors avant, vous habitiez les États-Unis, c'est là que vous êtes né, dans le Connecticut. Oui, mais je suis seulement née là, dans le Connecticut, et après, quand j'avais 3 mois, je suis partie au Mexique. Donc c'est vraiment le Mexique qui est mon enfance et qui est ma culture. J'ai d'abord appris à parler espagnol, et je me souviens que je voyais mes parents qui parlaient français, et je les trouvais très sophistiqués, et moi je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. J'étais toujours avec les domestiques et je parlais qu'espagnol. Et vous, est-ce que vous étiez plus proche de votre père ou de votre mère? Comment vous dire? J'étais proche, je les adorais, mais ils m'intimidaient tous les deux. Quelque chose comme ça. Mais en fait, vous m'avez dit tout à l'heure, je voyais beaucoup les domestiques, mais est-ce que vous n'aviez pas aussi des gouvernants dans ce milieu aisé qui était le vôtre? Oui, c'est ça. Vous savez que dans des pays très très pauvres comme le Mexique, on a toujours beaucoup de serviteurs parce qu'il y a un immense chômage. Et donc, on peut avoir des gens qui vous aident très très nombreux. C'est un peu comme au Maroc. Et donc, oui, moi j'avais donc des domestiques et une nanny qui était indienne et qui ne savait pas lire, mais qui connaissait les chiffres. Elle connaissait les chiffres. Et alors moi, je lui ai appris à lire quand j'avais 12 ans. Et j'étais très proche d'elle. C'est quelqu'un que j'adorais et qui justement m'a fait vivre toute une vie très passionnante, très aventureuse de l'enfance, comme ça. Mais alors, parlons un peu de la présence de la religion et de l'Église, parce que dans ce cas-là, vous aviez des émotions très vite, comme petite fille. Oui, alors, vous voyez, quand j'entends les gens souvent dire « moi, je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquant », eh bien, moi, je dirais presque à l'inverse, que je suis pratiquante et aussi catholique, mais surtout pratiquante. C'est surtout le rite, parce que j'ai passé mon enfance à donc suivre des pèlerinages, marcher à genoux, aller à la messe. Au Mexique, le catholicisme est très flamboyant. Flamboyant. Oui, mais est-ce que vous, là-dedans, perceviez-vous la chose comme un spectacle ou alors comme un acte un peu exalté, comme ça de Ah soi? non, comme un acte exalté. Et puis moi, vous savez, j'adorais les anges. Ça me rassurait beaucoup, l'idée de Dieu. Puis j'aimais beaucoup la manière dont tous les Mexicains invoquaient Dieu. J'adorais prier. J'aimais tout ça profondément. Alors maintenant, j'ai changé. Je ne vais plus à l'église en France. Enfin, j'y vais parfois, comme tout le monde, dans des églises vides. Et puis j'y vais parce que parfois j'ai chanté notamment un requiem de Forêt. Et là, j'ai retrouvé un peu de la très grande exaltation du catholicisme. Mais sans ça, je n'y vais pas. Je ne vais plus à la messe. J'ai commencé par être un bébé et tout de suite après, j'ai voulu être actrice. C'est-à-dire que ça remonte à la nuit des temps. J'étais très coquette. Voilà, et puis j'étais tout de suite instigatrice de jeux, etc. Alors j'ai dansé, oui, j'allais à des cours de danse, quoi, comme toutes les petites filles. Et puis, mais je rêvais de faire beaucoup de choses. Je rêvais d'être astronaute, je rêvais d'être danseuse aussi, bien sûr. Mais j'ai étudié les classiques que j'adore les classiques français. Je crois que j'ai vraiment une très grande volupté à lire du Racine, Andromaque, par exemple, ou Julie dans Britannicus, tous ces très très grands rôles
qui sont pour moi la culture française. Mais il y a aussi là-dedans de la violence et de la sensualité dans ces Ah personnages-là. oui. Et vous éprouviez ça peut-être à 15 ans. Ah. Vous n'étiez pas que une fille cultivée, quoi. Ah Vous non, étiez un mais à 15 tempérament. ans, mais écoutez, j'étais loin d'être cultivée puisque j'étais très dissipée à l'école. J'avais conseil de discipline sur conseil de discipline, renvoi, zéro de conduite. Non, non, j'étais l'élément dissipateur. Mais alors, quand avez-vous pris conscience tout de même de vos atouts physiques, de pouvoir de séduction sur les garçons, sur les hommes? À l'époque, c'était des jeunes garçons de 16 ans comme vous, je suppose. Non? Écoutez, ce qui se passe, c'est que déjà, quand on est dans un pays étranger, on vous regarde. On vous regarde uniquement parce que vous êtes étranger. Donc moi, très tôt, les gens me regardaient. Mais je ne recevais pas ça toujours comme quelque chose de flatteur. Parfois, j'étais embêtée de ne pas être comme eux. Vous voyez, comme les Mexicains. Et quand j'étais dans la foule, ça m'ennuyait d'être blonde et ça m'ennuyait d'avoir les yeux bleus. J'aurais voulu plutôt être comme une Mexicaine et être parmi la foule. Donc il y avait toujours ce regard porté sur moi très, très tôt. C'est plutôt ça que j'ai eu comme rapport aux autres. C'est une étrangeté, être étrangère. Et d'ailleurs, j'ai gardé cette impression. Je me sens toujours étrangère partout. Et je pense que c'est la meilleure situation d'ailleurs. Pas d'enracinement, une espèce de légèreté. Je ne me sens appartenir à aucun groupe, je ne suis pas enracinée nulle part. C'est pour ça que je me sens bien avec les gens émigrés, je me sens bien avec les gens qui voyagent, les gens qui ont des superpositions de culture, parce que je suis l'un d'entre eux, quoi. Mais c'est valable aussi pour les relations privées, c'est-à-dire, est-ce que vous avez eu peur d'un amour-passion qui vous emprisonne aussi? Ah non, ça, je n'en ai pas peur du tout. Au contraire, c'est ça que j'ai toujours souhaité. Depuis la plus tendre enfance, je rêvais d'un amour immense, immense, immense. Et je le voulais, mais c'est une caractéristique très féminine. Je crois que toutes les petites filles et toutes les femmes rêvent d'un grand amour. Alors, moi, je ne crois pas aux années de libération féminine, etc. Je ne crois pas à la liberté, en ce qui concerne la sensualité, en tout cas. Je crois à l'asservissement. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais la sensualité, c'est l'asservissement. Et donc, non, depuis toujours, je rêvais au contraire d'être une esclave. Mais oui, mais écoutez, c'est un peu contradictoire, parce que vous avez tout fait pour être plutôt une star. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé, Oui. et donc un peu inaccessible, donc autonome. Oui. Ça a l'air contradictoire. Un peu, non? Oui, mais vous savez, moi je crois que tout le monde est inaccessible. Je crois que les gens sont tous très secrets en réalité. Les gens ont tous des secrets. On n'a pas envie d'être... D'abord, on n'a pas envie d'être blessé. Par conséquent, on montre tous uniquement ce qu'on veut montrer. Et moi qui suis quelqu'un de très bavard, je me rappelle qu'un metteur en scène, Simone Benmoussa, avec qui j'ai joué une pièce de théâtre au Rond-Point, chez Renaud Barrault, me disait toujours « Tu es une bavarde secrète et je veux que tu casses ça ». Et pour moi, souvent, j'utilise la parole pour ne rien dire, vous voyez. Mais alors justement, est-ce que professionnellement, Oui. vous avez excellé dans beaucoup de choses, actrice, Oui. cantatrice, Oui. metteur en scène, en somme, tous ces rêves d'adolescence ont pris corps, vous avez réussi, et finalement, on a quand même le sentiment que vous cherchez toujours et encore, et que c'est encore autre chose que vous cherchez que cette gloire-là. Oui, c'est-à-dire que, voyez-vous, j'ai jamais voulu, et je ne dis pas que ce soit d'ailleurs facile, mais avoir une gloire facile. C'est-à-dire que c'est vrai que, ne serait-ce que l'année dernière, j'avais de très gros contrats américains, et j'aurais pu devenir une fonctionnaire hollywoodienne, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des feuilletons, qui gagne beaucoup d'argent, qui a une piscine, un chauffeur, etc., et qui vit à Hollywood comme ça, coupé du monde, avec des agents, des attachés de presse, des avocats. Et pour moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie. Donc, je n'ai pas le sentiment de la carrière, je me fiche de ma carrière, je n'ai pas le sentiment de calculer ceci, cela. Je vais
anarchiquement, un peu par passion, coup par coup. Et c'est pour ça que je n'ai pas de calcul. Parfois, j'ai fait des toutes petites choses avec des débutants. Ensuite, je m'éparpille, ça c'est certain. Je vais un peu dans tous les sens, mais j'imagine que je suis comme ça. Mais est-ce que votre problème, ça n'est pas peut-être d'être une très belle femme, en somme séduisante, et qui a un côté, disons, un peu, non pas pédant, non pas bas-bleu, comme on disait autrefois, mais un peu un télo. C'est-à-dire que c'est peut-être ça qui vous a causé certains problèmes. Ah non, 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 ce n'est pas un problème. Non, et puis je dois dire qu'un télo, bon, j'aimerais bien l'être, mais hélas, vous savez, pour être un intellectuel, il faut autre chose que 3 idées et 4 manières de bien les dire. Ah, non, non, non. Non, peut-être j'ai appris le français d'une manière à l'école, un peu académique, comme ça, c'est pas ma première langue. Peut-être que c'est ça qui donne ce côté femme savante. Mais non, mais aussi un certain culot, par exemple. Ah. Vous avez été découverte par un immense cinéaste, Éric Rohmer, et puis vous êtes la seule, à ma connaissance, à dire, bon... sur les personnages, j'ai des réserves. Bon, des petits défis comme ça, qui font mouche en France, qui est un pays où on aime ça. Oui, vous savez, ce qui se passe, c'est que nous, les actrices, on a une image. Et cette image, moi, là aussi, je refuse de la gérer, je m'en fiche. Il y a mon image qui est là, qui vit, et je lui laisse son indépendance. Et puis, il y a moi, qui suis autre. Et alors... je n'ai pas envie de soigner mon image. J'ai toujours envie d'être là où on ne me cherche pas. On ne vous attend pas. Où on ne m'attend pas. Mais dites-moi, est-ce que parfois, parce que je sens une certaine inquiétude, est-ce que vous pensez que vous pourriez, par exaltation ou distraction ou jeunesse d'esprit, pourriez-vous en arriver à sacrifier l'essentiel à l'accessoire, c'est-à-dire une quête essentielle à l'appétit de petite gloire, à la satisfaction d'être applaudi, admiré, non? Oui, mais tout le temps, tout le temps j'ai cette expérience. Par exemple, hier, je suis allée chanter dans les arènes d'Arles et personne ne me demandait de faire ça, mais c'était un plaisir, comme ça, ce lieu, juste chanter devant tous ces gens. Et donc, ça me semble, je crois que vous savez ce que dit Baudelaire, on a le droit de se contredire et de s'en aller. Eh bien, dans la vie, il faut avoir cette audace d'être... c'est la liberté et l'audace de changer, d'être incernable. Et alors l'argent dans tout ça, quelle place occupe-t-il? Parce que bon, c'est une société où ça compte. Oh oui, on nous voit toujours dans des magazines posé à l'hôtel Crillon avec des fleurs et le côté cocktail vaniteux comme ça, et les gens s'imaginent qu'être actrice, c'est rouler sur l'or, parce que c'est ça, on vous voit avec 3 robes longues à des soirées. Et les gens ignorent tout des réalités des choses. C'est vrai que moi, depuis 3 ans, j'ai gagné moins d'argent qu'une femme de ménage, infiniment moins. Je me suis donné un mal immense. J'ai donné du travail à peu près à 2000 personnes. Avec mon film. Et vous avez eu des dettes, mais vous étiez consciente pour le premier film, oui. Ah oui, oui, pour le premier film, j'ai fait ça comme ça. Mais le premier film, les gens avaient fait ça pour moi gratuitement. Oui. Mais celui-ci, il s'inscrit dans l'industrie. Mais tout ça pour dire que les rapports à l'argent. Écoutez, l'argent, moi je suis très dépensière et je ne suis pas encore à l'âge où je mets de l'argent de côté. Ça m'arrivera peut-être. Je ne possède rien, ni meubles, ni bijoux, ni appartement, ni maison. Et j'aime bien cette idée de légèreté. Mais est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir un coup de foudre, une passion dévorante, où vous vous êtes trouvé complètement accablé, gêné dans vos projets Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Écoutez, je pense que, et ça je le ferai toujours, je sacrifierai toujours tout à la passion amoureuse. Ça, oui. Et comment voyez-vous l'image d'Ariel Dombasle dans 30 ans, comme ça, de manière arbitraire? Oh,
Oh, je ne me pose pas la question. Je m'en fiche. C'est pas l'image qui compte. Non, mais votre, Oui. je veux dire, votre personnage, Mon que personnage, sera Ariel dans 30 ans? écoutez, C'est une question je qu'on se pose continuerai, parfois. oui, je continuerai à être très amoureuse, probablement de la même personne, sûrement même. Ah, vous êtes une nymphe au cœur fidèle? À très, oui, oui. Je crois à la fidélité, immensément, en amitié et en amour. En réalité, j'ai un côté comme ça très sophistiqué, mais je suis quelqu'un d'infiniment simple dans les sentiments et de très droit, enfin, de très... J'ai une véritable éthique. Donc Et- la femme d'un seul amour, si possible. Ah oui, absolument, absolument. Et puis les amis, on ne les trahit pas, on ne les trahit pas. On les aime une fois pour toutes. Cette idée, c'est une des seules idées un peu apaisantes de l'existence, c'est la fidélité. Parce que on est tellement changeant, on est tellement fragile, on est tellement inconséquent, on est tellement tout ça, que si on peut se raccrocher à l'idée qu'on est un peu fidèle, c'est merveilleux. Mais alors donc, inutile de vous demander si vous regrettez certaines démarches dans ce domaine, certains gestes, puisque vous avez observé ça depuis toujours, cette conduite-là. Oui, 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 absolument, absolument. Vous savez, parfois je me dis que, et d'ailleurs autour de moi on me le reproche beaucoup, on me dit, pour mon métier, n'est-ce pas, que je m'éparpille, que je n'ai pas le sens des valeurs, que je mets toujours les choses pas importantes avant les choses importantes, qu'il faudrait être plus réfléchi, plus conséquente, etc. Et je pense que ça c'est mon véritable défaut, c'est cette espèce de passion pour tant de choses. Mais en même temps, lorsqu'il s'agit d'un être humain, c'est une passion plutôt unique. Ah oui. Est-ce que vous considérez avoir connu des échecs, vous? Des échecs? Oui. Pas uniquement en amour, en général, des échecs dans votre vie. Oh, écoutez, je ne sais pas, parfois on se dit qu'on n'a connu que des échecs. Parfois il y a on est dans des accablements, non? Tout le monde est comme ça, dans des périodes accablées et absolument anéanties. Mais Ariel Dombal, est-ce que Oui. vous imaginez que vous pourriez un jour vieillir? Est-ce que ça, l'âge, le temps qui passe, est-ce que ça vous interpelle, comme on dit Non, aujourd'hui? pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si l'autre jour dans le Nouvel Obs on a écrit que j'avais 32 ans, je n'étais pas contente parce que bon, on me donnait 2 ans de plus, j'aimais pas ça. Mais vous voyez là, la question d'âge c'est plus à propos des rôles. Hein, que ça Les rôles qu'on peut faire ou pas, mais en oui, tant que parce femme, en tant qu'être humain. femme, non. alors je m'en fiche éperdument. Oui. J'ai une confiance énorme dans De votre étoile. dans mon étoile, bien sûr. Et puis je pense que je ne pense jamais que je vais vieillir. Vous savez, j'en suis là. Je pense que je serai éternellement jeune, comme je pense aussi que je ne vais jamais mourir. On pense tous un peu ça. Et on se grise de l'idée, non? Quelque chose comme ça.